Bonsoir à tous qui nous rejoignez en cette fin de journée pour notre visioconférence. Donc, je suis Christian Pian, le directeur du premier cycle soir, cycle C du Théologicum, de la faculté de théologie et de sciences religieuses à l'Institut catholique de Paris. Et donc, vous êtes, pour certains, vous nous connaissez très bien parce que vous êtes étudiants dans ce cycle soir. Il y a aussi nos alumni. Il y a plus largement des habitués qui peuvent nous rejoindre, connaissant aussi bien la faculté de théologie ou l'ICP ou moins, mais qui sont donc qui nous suivent ou peut-être qui nous rejoignent pour la première fois dans cette soirée qui prend place dans une proposition que nous avons dans notre cycle de formation autour de conférences qu'on intitule de façon générique des conférences actualité recherche en théologie et qui sont donc proposées en priorité à nos étudiants en fin de parcours, mais traditionnellement ouverts à tous ceux qui veulent bien nous rejoindre. Donc nous sommes nombreux ce soir à distance, entre 250 et 300, donc nous sommes ravis de vous accueillir dans ce contexte qui est un contexte particulier puisque effectivement, lorsque nous avions envisagé cette conférence, elle devait se dérouler en présentiel, comme les deux précédentes de cette année. Pour vous donner aussi une idée des points que nous abordons, nous avons une conférence cette année sur le thème « En quoi l'art peut-il concerner notre foi aujourd'hui ?» et puis une autre sur l'Église orthodoxe face aux défis de l'unité dans le contexte récent que l'on connaît. Et donc, ce soir, nous arrivons à cette troisième conférence qui va être, donc, se dérouler en visioconférence et qui donc nous est proposée par notre collègue et ami Renaud Laby. Alors évidemment, quand on a choisi ce thème avec lui, vers quelle rationalité à l'ère numérique, question posée à l'anthropologie chrétienne, nous ne pensions pas que nous serions dans une situation d'expérimenter en direct l'impact du numérique communicationnel qui effectivement est venu prendre une importance toute particulière dans le contexte que nous connaissons, aussi bien dans la vie de l'Église, mais plus largement dans toutes nos relations pour pallier, je ne sais, on en parlera sans doute, à la distanciation sociale, en tout cas pour assurer notre communication. Et donc, vous avez sans doute lu et entendu déjà des réflexions sur l'importance du numérique communicationnel dans la situation que nous connaissons depuis maintenant plusieurs semaines et même plusieurs mois, et qui, de toute façon, va sans doute ouvrir de nouvelles perspectives, comme beaucoup l'ont déjà souligné. Donc, je ne vais pas être long, je vais présenter Renaud Laby et la façon dont va s'organiser la soirée. Donc, peut-être pour présenter d'abord matériellement les choses d'un point de vue organisationnel, nous allons donc écouter le père Renaud Laby dans un instant qui va donc nous entretenir sur ce sujet, vers quelle rationalité à l'ère numérique, question posée à l'anthropologie chrétienne. Il va à peu près parler pendant 50 minutes et puis nous aurons ensuite donc une bonne demi-heure d'échange. Alors, pour préparer cet échange et compte tenu des modalités qui sont les nôtres, vous pourrez donc utiliser la modalité sur Zoom de la conversation du webinaire Zoom. Donc, il suffit effectivement d'ouvrir la fenêtre qui vous permet voilà, d'envoyer vos remarques, vos questions. Et donc, ma collègue, que je n'ai pas encore présentée, puisque vous voyez une dame, Manon Desclosières, qui est la directrice adjointe donc, bonsoir à tous. du cycle de formation. Voilà, bonsoir Manon. Renaud Laby, ben, vous le voyez. Et donc, nous allons avec Manon voilà, regarder écouter attentivement Renaud, mais en même temps essayer voilà, de prendre bien en note vos questions, vos remarques, pour essayer de synthétiser, un peu comme on ferait dans une salle avec des bouts de papier qu'on récupère, pour essayer voilà, d'organiser les échanges. Comme on a une demi-heure, ça sera aussi plus efficace. Et de toute façon, on ne pouvait pas gérer, on n'aurait pas le temps de gérer ça en direct. Donc, celles et ceux qui souhaitent, au fur et à mesure de l'exposé de la conférence de Renaud, poser des questions, voire des points approfondis dans le temps d'échange, eh bien, vous envoyez un petit message et nous prendrons cela en compte. Donc, nous sommes vraiment très heureux d'écouter ce soir Renaud Laby, qui est prêtre du diocèse du Mans depuis
1999, qui a passé tout d'abord de nombreuses années en paroisse, donc il connaît le terrain de la vie ecclésiale comme prêtre, et puis il a repris des études, c'est ça qui est original dans son cas, à la fois en théologie, ce qui peut se comprendre assez facilement pour un prêtre, mais aussi en sciences sociales. Et donc, il a d'abord passé un master et en ce moment, il est en train de préparer un doctorat. Et donc, il a pu entrer dans une logique de recherche autour de son centre d'intérêt qui est l'impact globalement du web et de l'Internet sur la vie ecclésiale. Voilà, donc il a publié, ces deux mémoires ont été publiées sous le nom, on pourra d'ailleurs mettre peut-être sur le site ces références de ses travaux, Église et Internet, une sociologie des sites web paroissiaux et diocésains de l'Église catholique de France, et donc l'autre travail, Internet et communication évangélique. Donc, Renaud travaille actuellement sur la question précise du militantisme catholique en ligne et sur les questions que cela pose à l'Église en termes de régulation de la parole des fidèles sur le web. Il est chargé d'enseignement à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique, l'ISPC pour les initiés, donc, qui est un organisme de la faculté de théologie, du Théologicum, et il est membre d'un groupe de recherche lié à cette faculté qui s'appelle le GRAC, le groupe de recherche en anthropologie chrétienne. Il est aussi, last but not least, directeur du pôle formation de l'ONG Optique, qui est lié à l'ordre des frères prêcheurs, et c'est donc autour des technologies, de l'innovation et de la communication, et il est membre du think tank de la Conférence des évêques de France en charge d'étudier les questions ecclésiologiques et pastorales que le web pose à l'Église catholique. Voilà, donc vous avez compris que nous avons, je pense, la bonne personne pour réfléchir sur ces perspectives du numérique, des rationalités en jeu et des questions que ça pose à l'anthropologie chrétienne. Renaud, je te laisse maintenant la parole. Bonsoir à toutes et tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Je remercie Christian Pian et Manon Desclosières de m'avoir invité à donner cette conférence ce soir. Je précise que cette conférence n'est pas directement liée, vous l'aurez compris, à mon sujet de recherche. C'est une conférence que j'ai travaillée et préparée il y a déjà 2 ans, mais peut-être que le sujet elle traite, je l'ai intitulé « Vers quelle rationalité à l'ère numérique ?» vous a mobilisé ce soir parce que, évidemment, après 2 mois de confinement et sortant du confinement, eh bien, nous avons fait une expérience pas banale d'une grande dépendance de nos vies à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui sont plus si nouvelles que ça d'ailleurs. Nous les avons utilisées pour mettre en relation avec nos proches, amis, famille. Nous les avons utilisés pour travailler. Nous les avons utilisés aussi, concernant nous chrétiens, catholiques, pour prier. D'ailleurs, j'en dirai peut-être 2 mots tout à l'heure, mais la multiplication des messes plus ou moins privées, d'ailleurs, sur Facebook, n'est pas sans poser de questions à l'ecclésiologie et à la théologie. J'y reviendrai très brièvement tout à l'heure. Mon texte, mon propos de ce soir, finalement, n'est pas tant que ça bouleversé par l'expérience que nous venons de vivre. Et au contraire, je pense même qu'il est conforté par cette expérience. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Petit détour par une toute petite expérience que je vous invite à faire, que j'ai moi-même faite, qui est d'ouvrir des livres pour enfants. Alors, soit les petits livres cartonnés, vous savez, qu'on fait lire aux plus jeunes, qu'on lit aux plus jeunes, ou soit les premiers petits romans qu'ils peuvent lire, type Club des 5. Et vous vous apercevrez que dans les récentes éditions de ces ouvrages, eh bien, la plupart de ces textes sont rédigés au présent de l'indicatif. Alors, sans doute qu'il faudrait faire une analyse plus fine de ce phénomène, mais je prends le risque de postuler ce soir devant vous que ce phénomène, il est induit par l'hégémonie à la télévision, mais aussi et bien sûr hégémonie sur le web, de la communication par l'image.
Et pourquoi cela induit cette rédaction au présent? Parce que précisément, l'image elle-même ne s'énonce jamais autrement qu'au présent. Et c'est donc sur ce point que je vais revenir plus tard, mais il me semble important de le préciser ici. Et quand on voit l'usage que nous avons fait et que nous faisons là en ce moment même de ces technologies, nous nous apercevons que nous consommons et nous avons consommé, nous consommons encore énormément d'images. J'y reviendrai tout à l'heure, je le redirai, mais c'est le flux de données le plus important sur le web. Ce qui suscite le plus de trafic sur Internet, ce sont les données vidéo. Ce que regardent le plus les gens sur Internet, ce sont des vidéos, ce sont des images. Et donc tout cela n'est pas sans conséquence sur, je le pense, les hommes que nous sommes. Alors cette petite histoire, enfin cette petite constatation en guise d'introduction me permet de souligner, et je le pense, que les dispositifs techniques, et particulièrement là médiatiques, conditionnent la pensée et conditionnent la culture, et que imperceptiblement, petit à petit, ces technologies numériques sont en train de faire émerger un nouveau type d'homme, un nouveau rapport à la pensée, puisque c'est bien ce que j'entends et ce que je mets sous le terme ici de rationalité. Vers quelle rationalité? C'est-à-dire vers quel type de rapport à la pensée nous allons. Je crois que ces nouvelles technologies transforment effectivement notre rapport à nous-mêmes, mais aussi à notre pensée, au savoir, à la science. Alors, il est extrêmement difficile de savoir ce que sera l'avenir. Il est extrêmement difficile de présumer de ce que nous serons du point de vue de la connaissance, de la science, de la pensée dans 50 ou même dans 100 ans. Mais ceci étant, il existe déjà des travaux de philosophes et de médiologues qui peuvent nourrir notre réflexion. Alors la médiologie, c'est quoi? Je vais en faire ce soir avec vous, nous allons en faire ensemble. La médiologie, c'est l'étude des conditionnements techniques de la culture. Alors j'essaierai, vous allez voir, ça va s'éclaircir dans votre esprit, mais en tout cas, retenez simplement l'idée que la culture, pour se transmettre, elle a besoin d'artefacts techniques que sont particulièrement nos technologies médiatiques. Donc la médiologie, elle étudie les conditionnements techniques de la culture et elle nous enseigne précisément que nos machines influencent la pensée. Et donc, philosophes et médiologues peuvent déjà nous donner quelques éléments sur ce vers quoi nous allons en termes de rapport à la rationalité. Alors, je rendrai compte de leurs travaux selon 3 points, selon 3 axes ce soir. Un premier point qui va m'amener à préciser l'origine technique de la rationalité occidentale. Un second point qui va s'arrêter sur une histoire générale des hégémonies médiatiques. Enfin, en fait, je replacerai cette origine technique de la rationalité occidentale dans une histoire générale des hégémonies médiatiques, avant de cerner l'hégémonie qui précisément nous domine actuellement, enfin l'hégémonie médiatique qui s'impose actuellement, et enfin les contours de la rationalité de demain. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet pour m'engager donc sur le premier point de cette conférence, l'origine technique de la rationalité occidentale. Pour rentrer dans cette intelligence-là, il me semble qu'il faut ouvrir un livre important qui est celui on va dire peut-être du premier sociologue des médias qui s'appelle Marshall McLuhan, qui est un Canadien anglophone et qui va développer dans un ouvrage tout à fait passionnant qui s'appelle « Pour comprendre les médias », vous avez sur le PowerPoint ici le titre original en anglais, et qui nous raconte dans ce livre que, selon lui, les médias sont des prolongements technologiques de l'homme, de la même manière, si vous voulez, que le marteau est un prolongement technologique de la main. Et que ces médias sont des prolongements technologiques de l'homme, et notamment de nos sens. Et que, prolongeant ainsi nos sens, ils nous induisent une certaine vision du monde. Et la grande thèse de McLuhan dans cet ouvrage, c'est de dire que le médium, c'est le message. En fait, peu importe ce qu'à travers tel ou tel média nous recevons de messages, qu'ils soient textuels ou visuels, ce qui s'imprime en nous, c'est d'abord la vision du monde qu'implicitement véhicule ce média.
Alors, McLuhan, vous allez voir, ça va s'éclaircir tout à l'heure un petit peu plus loin. Je reste très général, mais je vais préciser les choses un tout petit peu plus loin. Je reviens juste à ce que dit McLuhan plus concrètement, c'est que selon lui, l'Occident est dominé depuis des siècles par deux extensions de la vue que sont l'alphabet phonétique et l'imprimerie. Que va produire la vue alphabétisée sur l'homme qui va s'y initier petit à petit? Eh bien, elle va produire cette vue alphabétisée, il va produire cet alphabet phonétique de rupture. Une rupture dans l'expérience visuelle de l'homme, mais aussi une rupture dans son expérience auditive. Alors d'abord, la rupture dans l'expérience visuelle. La vue alphabétisée, elle a ceci qu'elle dissocie les lettres et les sons de toute signification sémantique. Qu'est-ce qui se passe avant la vue alphabétisée? Eh bien, avant la vue alphabétisée, l'écriture, ce sont des pictogrammes, des hiéroglyphes, des idéogrammes, des petits signes qui renvoient à quelque chose que l'on peut appréhender visuellement dans le réel. Plus rien de tout cela avec l'alphabet. Et là, vous vous rendez compte que le mot arbre, le signifiant graphique et sonore, arbre, il n'a plus rien à voir, il est complètement distinct du signifié qui est le végétal. Donc là, l'homme qui va s'initier à la vue alphabétisée va vivre une rupture totalement, va vivre une vraie rupture, une rupture importante dans son expérience visuelle par rapport au visuel auquel il était confronté auparavant. Mais cette rupture dans son expérience visuelle, elle se double d'une rupture auditive. Au moment où émerge la vue alphabétisée, nous sommes dans un moment de l'histoire de l'humanité où l'homme est totalement dominé par l'oralité. Et donc, cette oralité, elle a quelque chose d'englobant. Le son englobe l'individu et il faut se rassembler, ou au moins être deux, c'est-à-dire l'émetteur du message et le récepteur du message, pour recevoir ce message-là. Voilà. Alors, il faut bien entendre que dans les civilisations de l'Antiquité, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, l'homme est dans un rapport anthropologique qui ne le dissocie pas de sa trame communautaire et cosmique. Il est totalement inclus au cosmos, il est pris dans un tissu de correspondance qui relie le visible et l'invisible. Et l'oralité, comme média englobant, apparaît comme la matrice de ce monde global. Et en fait, la vue alphabétisée, eh bien, elle va faire de la lecture un acte solitaire et elle va, d'une certaine manière, arracher l'homme à ce monde global induit par l'oralité. Elle va faire donc de la lecture un acte solitaire et l'homme va accéder à une réflexion personnelle sur son expérience, sur sa pensée, qui vont lui permettre petit à petit de construire son individualité en se différenciant et du collectif et de l'univers. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait capital de bien retenir ça, que l'alphabet phonétique, il fait passer du monde de l'ouïe au monde de la vue, il libère l'homme du pouvoir instantané et englobant de l'oralité, il dissocie l'individu du social et du cosmos, lui permet une réflexion sur l'expérience et individualise sa pensée. D'ailleurs, on pourrait faire une histoire de la montée du principe d'individualisation de l'homme dans l'histoire à travers simplement une étude des techniques. Mais ce n'est pas l'objet là ce soir, ce sera l'objet peut-être d'une autre conférence. En tout cas, ce rapport distancié de l'homme à son environnement a une conséquence psychologique et sociale. Elle a une conséquence psychologique et sociale parce que l'écriture alphabétique est une mécanique, une technique de succession linéaire de segments uniformes, les lettres, les mots, les phrases. Et cet agencement, qui permet de déployer une pensée de manière linéaire, il induit aussi une possible analyse séquentielle. C'est-à-dire que la phrase, vous pouvez, si je le dis un peu familièrement, la saucissonner pour l'analyser. C'est vrai de la phrase, c'est vrai du paragraphe, c'est vrai de la page, c'est vrai du livre. Vous pouvez dissocier en séquence l'ensemble du texte pour en faire une analyse sémiologique, grammaticale, que sais-je encore. Mais en tout cas, se développe la pensée d'une manière linéaire
et cela induit une possibilité d'une analyse séquentielle du texte ou de la phrase. Or, quand cette mécanique alphabétique, elle est elle-même associée à une mécanique typographique, elle crée la culture mécaniste de l'Occident. Et c'est là que le médium, c'est le message. C'est-à-dire que la vision du monde induite par l'alphabet phonétique, particulièrement couplée à la typographie, c'est que ces deux techniques nous font voir le monde de manière linéaire et continue. Nous voyons le monde comme nous voyons la ligne, de manière linéaire et continue. Et de la même manière que l'on peut saucissonner la phrase ou le texte pour l'étudier, eh bien, on peut saucissonner l'expérience, on peut saucissonner, excusez-moi cette expression un peu familière, mais on peut saucissonner le réel pour analyser aussi. Et il apparaît très clairement que le couplage de ces techniques, alphabet phonétique et typographie, a entraîné la fragmentation et la spécialisation des sphères d'activité humaines dans un monde à conquérir perçu depuis l'imprimé et grâce à lui comme linéaire, continu et homogène. Et que ce monde, il a, plutôt que ce couplage, il a produit la structure mécanique, unidirectionnelle de l'ordre social. Bref, il est l'auteur de l'homme rationnel, spécialisé et fragmentaire, qui a façonné l'Occident, faisant des habitudes d'uniformité et de continuité, des critères d'intelligence. Et ces principes sont à l'origine des grandes réalisations de l'Occident. Alors, je n'ai pas passé mes slides assez vite, ça va me permettre juste de les repasser tranquillement pour que peut-être vous puissiez vous familiariser avec ce que je viens de dire peut-être un peu rapidement. Le couplage de la mécanique alphabétique et de la mécanique typographique a créé la culture mécaniste de l'Occident. Il a induit une spécialisation des sphères d'activité humaine et l'uniformité et la continuité deviennent des critères d'intelligence. Spécialisation des sphères d'activité humaine, c'est tout simplement, à partir de la Renaissance, l'émergence d'un certain nombre de sciences. Les sciences naturelles, par exemple, ne pensons qu'à celles-là, mais aussi un certain nombre des sciences humaines, liées au texte, par exemple. Bon. Ces principes sont à l'origine des grandes réalisations de l'Occident, et voilà comment la ligne, eh bien, induit un monde linéaire et continu dans lequel on va aussi travailler à la chaîne ou comment eh bien, on peut représenter les défilés militaires tels que nous les voyons le 14 juillet chez nous. Voilà ce que l'on pouvait dire très très rapidement et très globalement de l'origine technique de la rationalité occidentale. Il me semble important à présent de inscrire cette histoire très brièvement évoquée de l'origine technique de la rationalité occidentale dans une histoire générale des hégémonies médiatiques. Et ce qui me permet de faire cette inscription, ce sont les travaux, non plus de Marshall McLuhan, mais d'un autre philosophe français, celui-là, qui est le père de la médiologie en France. C'est lui qui a fondé cette science humaine nouvelle qui n'existe que depuis le début des années 90. Il s'agit de Régis Debray qui va s'inscrire très nettement dans les travaux opérés avant lui par McLuhan et qui va lui aussi nous dire que eh bien, les techniques ont façonné l'Occident. Et selon lui, selon Régis Debray, dans deux ouvrages qui me paraissent absolument fondamentaux pour pénétrer sa pensée, son cours de médiologie générale, publié en 1991, et puis sa thèse de doctorat, publiée en 1992, qui s'appelle « Vie et mort de l'image, une histoire du regard en Occident ». Dans ces ouvrages, Debray dit que la culture d'une époque, elle est donc toujours dominée par un médium particulier, un média particulier, et elle appartient de ce fait à ce qu'il appelle une médiasphère. Qu'est-ce qu'une médiasphère? Je vous ai mis ici la définition. C'est un milieu de transmission des hommes, des messagers des hommes, porteurs de méthodes d'élaboration et de diffusion intellectuelle. Le terme de matrice fonctionnerait bien aussi pour résumer ce qu'est une médiasphère, ce milieu de transmission des messages et des hommes, porteur de méthodes d'élaboration et de diffusion intellectuelle. Pour le philosophe, ce médium dominant est devenu après l'oralité
un dispositif technique d'écriture que j'ai décrit dans mon point précédent. Et ce dispositif, il façonne les systèmes de représentation symbolique du monde et il exerce une influence sur leur transmission. Alors, je peux le dire de manière plus familière, c'est-à-dire qu'en fait, à tel univers machinique, dit Debray, correspond tel univers mental, tel type de pensée. Toute machinerie est grosse, on pourrait le dire encore comme ça, toute machinerie est grosse d'une vision du monde. Ainsi, dit Debray, le médium n'est pas seulement canal, ce que tout le monde a appris en faisant des études de sciences de l'information et de la communication. Le médium n'est pas seulement canal, il est aussi matrice. Et que nous dit Debray? Il nous dit que les médias pensent. Et plus ces médias s'interposent entre les acteurs de la communication, plus ils pensent pour ces acteurs, et plus la pensée du média dominant devient la pensée dominante de l'époque. Je répète ça parce que c'est au cœur de la pensée et de la thèse de Debray. Les médias pensent pour nous, et plus ils s'interposent entre nous dans nos processus de communication, plus ils pensent pour nous, et plus la pensée du médium dominant devient la pensée dominante de l'époque. Fin de citation. Alors, dans Vie et mort de l'image, Régis Debray distingue 3 médiasphères. La logosphère, la graphosphère et la vidéosphère. Je vais les reprendre chacune et les détailler chacune en expliquant ce que signifient ces termes sous la plume du philosophe. La logosphère, que Debray appelle aussi l'ère des idoles, elle est, nous l'avons vu, je l'ai dit dans mon point précédent, dominée par l'oralité. C'est une immense période qui s'étale de l'Aurignacien à peu près, vers moins 30 000, au Quattrocento italien. Une immense période dans laquelle eh bien, il y a déjà un rapport aux médias et particulièrement à l'image qui s'installe. Et selon Régis Debray, l'homme préhistorique, vous savez, qui est pris dans ce tissu de correspondance entre le visible et l'invisible, l'homme préhistorique, il va commencer à se fabriquer des images pour contrôler les puissances invisibles qui l'écrasent. Autrement dit, l'image apparaît quand se rencontre une panique et un embryon de technique. Tant que la panique transcende la technique, s'impose le regard magique et la projection de ce regard magique, la projection visible de ce regard magique, qui est l'idole, qui fait voir l'infini. Alors peut-être que ça va nous surprendre, hein, mais c'est que Debray, il inclut les icônes dans cette période. Pourquoi il inclut les icônes dans cette période? Parce que dans cette ère, l'image visible est toujours référée à l'invisible et que l'être divin, qu'il s'agisse de l'idole ou de l'icône, pour lui, c'est comme ça qu'il théorise les choses, se révèle en direct, en personne, à travers son image. Dans l'icône comme dans l'idole, l'être divin se révèle en direct à travers son image. Sa valeur à cette image, c'est d'être le relais entre Dieu qui voit le croyant et le croyant qui est vu par le Dieu. Pour le dire autrement, et je cite Debray là, la chair de l'image compte moins que le verbe qui l'habite. La chair de l'image compte moins que le verbe qui l'habite. Et voilà pourquoi Debray nomme cette ère des idoles aussi logosphère, parce que eh bien, l'icône représente et réalise en Occident la présence du Christ que nous appelons le logos. Voilà pour cette ère des idoles, cette logosphère. Mais les choses changent à partir du moment où l'homme acquiert par la technique et par la science une meilleure connaissance du cosmos et de lui-même et qu'il allège son malheur. À ce moment-là, il va délaisser l'image religieuse et il va produire l'image d'art, fin de la logosphère, début de la graphosphère. Cette graphosphère, elle est dominée par l'imprimerie. Pour autant, Debray ne la fait pas exactement commencer avec la découverte de l'imprimerie, mais avec une autre découverte par 2 architectes italiens
en 1421, ces deux architectes italiens, vous les connaissez peut-être, ils s'appellent Alberti et Brunelleschi, et ils ont été les premiers à théoriser la perspective en peinture, c'est-à-dire à donner l'illusion de la profondeur sur une surface en deux dimensions. Et dit Debray, la rencontre de l'œil et des mathématiques dévoile finalement au regard la nature physique et non plus seulement la nature, si je puis dire, métaphysique. Cette découverte, dit Debray, elle évacue les mystères. Et là, je le cite, cette découverte, elle nous a découvert la terre en nous libérant des dieux. Effectivement, Léonard de Vinci, pour ne citer que celui-là, mais on pourrait d'une manière générale citer les premiers artistes de la Renaissance, s'attache moins à représenter Dieu que l'homme, que sa finitude, que sa beauté. Et de magique, le regard, il devient en graphosphère, il devient esthétique. Alors, quelques années plus tard, effectivement, en 1453, en tout cas autour de ces années-là, mais la Convention situe cette invention-là en 1453, Gutenberg invente l'imprimerie, qui va permettre la diffusion de ces idées massives, c'est-à-dire de ce réel qui s'ouvre et qui se familiarise à l'homme, que l'homme maîtrise et contrôle un peu plus. Et donc, les idées nouvelles vont se répandre, et avec l'imprimerie et ces idées nouvelles, la rationalité occidentale que j'ai évoquée tout à l'heure. Et l'essor technique, scientifique et politique qui s'ensuit, et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, va inverser les pôles de l'univers, de Dieu vers l'homme, de l'invisible vers le visible. S'opère alors un basculement dans la modernité, mais il faut bien que nous prenions conscience, et peut-être cette approche technique va nous le faire toucher du doigt d'une manière plus juste, c'est que ce basculement dans la modernité n'est pas un basculement idéologique. Je n'évacue pas le fait qu'il y ait des idéologues de la modernité, mais en tout cas, c'est toute l'humanité qui bascule dans cette modernité, et qu'il s'agit d'un basculement proprement anthropologique. C'est tout l'homme qui est changé, et tout son rapport au Dieu qui est changé dans cette modernité qui sépare l'homme de Dieu, qui sépare l'homme de la nature et qui sépare l'homme de lui-même. Et il se trouve que c'est précisément au XVIe siècle que l'on va faire les premières dissections en médecine et qu'on va faire du corps humain, finalement, un objet d'étude. Alors aujourd'hui, grâce à la performance de nos outils, nous sommes annexer, si je puis dire, le monde, encore que cette crise sanitaire, elle vient nous rappeler que eh bien, nous ne maîtrisons pas tout de la nature, quoique nous pensions peut-être auparavant. En tout cas, nous sommes annexé le monde, nous l'avons mis sous contrôle d'une certaine manière, et c'est pour Debray la fin de la graphosphère et le début de la vidéosphère, avec l'arrivée en 1968 de deux éléments importants. Alors, Debray fait commencer la vidéosphère à cette période-là, enfin en 1968, avec l'arrivée de la télévision en couleur et de la retransmission des Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble, en direct, retransmission en direct. Bon, on pourrait faire commencer cette période antérieurement, par exemple, aux États-Unis, puisque ce sont deux éléments techniques qui sont arrivés sur le terrain américain quelques années avant d'arriver en France, mais Debray n'est pas trop pro-américain, et donc il a ce petit côté français qui eh bien, lui fait inscrire cette entrée dans la vidéosphère à partir de l'arrivée de ces deux éléments techniques en France sur le territoire national. Que fait le visuel en vidéosphère? Debray ne parle plus d'image, il parle de visuel. Le visuel montre, et là je le cite, un environnement sous contrôle. Mais ce contrôle a un coût financier, et ce visuel implique un regard économique. Donc nous avions un regard magique qui est devenu un regard esthétique et qui est aujourd'hui un regard économique, le regard économique de ce monde sous contrôle. Pensez simplement à toutes ces caméras de vidéosurveillance qui sont dans nos rues, hein, et qui coûtent une fortune à l'installation, à l'achat et à l'exploitation. Selon Debray, la vidéo qui s'impose induit une triple révolution. D'abord, une révolution technique. L'image n'est plus une matière,
mais un signal électronique transportable. La lumière ne vient plus frapper cette pellicule enduite de granions d'argent qui permet donc d'inscrire, de fabriquer une photographie, mais elle devient un signal électronique que l'on peut transporter sur les ondes hertziennes et qui arrive jusque dans nos salons sur nos petits écrans. Donc, révolution technique, révolution du mode de la représentation aussi. L'image vidéo, j'entends, remet totalement en cause, ou plutôt transcende, dépasse l'antique mode de représentation qui était celui du théâtre et puis celui aussi du cinéma, qui oppose une salle obscure à une révélation lumineuse. Cette opposition, elle crée une distance, elle crée un écart qui rend possible la réflexion. Mais l'image en couleur et en direct, eh bien, va bouleverser tout ça et va produire un effet de réel, une illusion de réalité, à tel point que cette image qui arrive en couleur et en direct sur nos petits écrans, nous n'avons plus besoin de sortir chez nous pour nous rendre au cinéma, nous n'avons plus besoin de sortir de chez nous pour aller d'une certaine manière au théâtre. L'information, le divertissement, la culture peut arriver directement aussi sur nos petits écrans, dans notre salon, où toute lumière reste allumée. Nous ne sommes plus dans ce rapport distancié. Et donc, nous avons un effet de réalité qui nous fait penser qu'effectivement, cette image qui est là, c'est bien le réel. Je peux toucher du doigt le réel. Or, ce n'est pas le réel. Ce n'est qu'une image du réel, une image cadrée du réel. Et c'est peut-être en cela que la multiplication des messes privées sur Facebook pose une question, parce que quand nous voyons s'élever sur nos ordinateurs le corps du Christ, nous ne vénérons pas le corps du Christ, mais une image du corps du Christ. Et donc là, cela pose un problème théologique, indépendamment du fait que l'assemblée ou le corps eucharistique, d'une certaine manière, qu'est l'assemblée, n'est pas en présence du Saint-Sacrement et ne va pas communier à ce Saint-Sacrement pour être lui-même constitué encore du Christ. Donc cette distanciation qui individualise nos pratiques remet totalement en cause aussi d'une certaine manière la théologie de l'Eucharistie. Mais c'est surtout que je reviens plus à ce qui, indépendamment de ces questions d'ordre théologique, à la question de l'image. On est peut-être que le terme va vous sembler fort, mais au bord de l'idolâtrie, puisque nous vénérons non pas le Saint-Sacrement, mais une image du Saint-Sacrement. Et peut-être qu'il faut que nous nous souvenions que s'il y a un interdit fondamental de l'image dans l'Écriture, dans le livre de l'Exode, dans le Décalogue, c'est pour nous rappeler une chose, c'est que ce qui nous met en alliance, ce qui nous met en alliance avec Dieu et les uns avec les autres, ce n'est pas d'abord l'image, mais c'est d'abord la parole. Je ferme ici cette petite digression. Donc, révolution technique, révolution du mode de la représentation, révolution du mode aussi de la production de l'événement, qui n'existe plus que par sa trace visuelle. Nous savons tous et nous avons tous fait l'expérience qu'un événement n'accède à ce statut d'événement que si nous le voyons à la télé, que s'il est divulgué sur le petit écran. S'il ne l'est pas, d'une certaine manière, il n'existe pas. Alors, cette image vidéo, Debray, d'une certaine manière, en dénonce l'archaïsme, et c'est là toute sa thèse dans Vie et mort de l'image. L'image vidéo, explique-t-il, c'est l'émotion de la présence immédiate. Peut-être d'ailleurs que ce n'est pas sans lien avec ce que je viens de dire sur l'image de l'Eucharistie dans les messes privées sur Facebook. Cette image vidéo, c'est l'émotion de la présence immédiate. Et de ce point de vue, dit Debray, et c'est là que c'est très subtil sa pensée, de ce point de vue, elle se rapproche de l'icône. L'icône, dit Debray, et là je le cite, l'icône renvoie surnaturellement à l'être dont elle émane. L'image d'art le représente, cet être le représente artificiellement. L'image en direct se donne naturellement pour l'être. Je répète ça. L'icône renvoie naturellement à l'être dont elle émane. L'image d'art le représente artificiellement. L'image en direct se donne naturellement pour l'être. Et donc, le présentateur télé apparaît comme le réel incarné, l'événement dans toute sa vérité, même s'il fait semblant, puisque on croit qu'il nous regarde dans les yeux alors qu'il lit un téléprompteur. Même s'il fait semblant, cet homme tronc, comme moi d'ailleurs ce soir,
regarde son spectateur tel le Christ des icônes, et l'effet est là, l'image vidéo prend la place de l'icône ou de l'idole. L'actualité s'affiche comme la nouvelle divinité. Là, je cite encore Debray, il aime les formules et il a un sens aigu de celle-ci. Et il faut que je vous lise celle-là qui me semble très bien vue. L'icône chrétienne disait « Votre Dieu est présent ». L'icône post-chrétienne, sous-entendu la télévision, nous dit que le présent soit votre Dieu. L'icône chrétienne disait « Votre Dieu est présent ». L'icône post-chrétienne « Que le présent soit votre Dieu ». Fin de citation. Ainsi, selon Debray, la carrière de l'image se résume en un passage, celui de l'idole à l'idole. Alors, l'art s'est invité comme un intermède entre les deux idolâtries, d'une certaine manière. La logosphère, dit Debray, est idolâtre par excès de transcendance. La vidéosphère l'est par défaut. Elle l'est par défaut parce que elle n'est plus que sacre d'elle-même. Elle n'a finalement aucune dimension symbolique. Alors, je résume tout ceci en soulignant que nos médiasphères, logosphère, graphosphère, vidéosphère, déploient chacune un milieu de vie, déploient chacune un cadre de pensée, une matrice, déploient chacune un régime d'autorité symbolique. Celui de la logosphère repose sur la croyance. Est vrai en logosphère ce qui est cru. En graphosphère, qui impose le lisible, le logique, le fondé, est vrai ce qui est lu. La graphosphère, elle traite l'information par assimilation lente. Il faut voir d'ailleurs tout le processus de la recherche et les notes de bas de page dans un mémoire ou dans une thèse, elles attestent de cette assimilation lente de l'information. Et puis enfin, en vidéosphère, qui diffuse le visible, le vraisemblable, l'événement est vrai ce qui est vu. D'ailleurs, vous voyez bien dans certaines publicités, dans vos journaux périodiques, la publicité est frappée d'un tampon qui met vu à la télé, comme si le fait que cette publicité ait été vue à la télé lui donnait un surcroît d'autorité. La vidéosphère, elle traite l'information par la répétition, le recyclage. Alors, dit Debray, ces trois grandes médiasphères ne s'annulent pas l'une l'autre. Ce sont seulement des successions d'hégémonies, chacune s'imbriquant dans celle qui lui succède sans totalement disparaître. Aujourd'hui, cependant, la vidéosphère pourrait se trouver prise dans une nouvelle médiasphère émergente. Ce n'est pas Régis Debray qui l'a théorisé, c'est une autre médiologue qui s'appelle Louise Merzot et qui désigne cette nouvelle médiasphère qu'on appelle l'hypersphère comme la numérisation et la mise en réseau de la totalité des traces. Voilà. Cette nouvelle médiasphère, l'hypersphère qui est dominée par le web, on peut la décrire ou la définir comme la numérisation et la mise en réseau de la totalité des traces. On trouve presque tout sur Internet. Et donc, le régime d'autorité symbolique de l'hypersphère, c'est celui de l'accessibilité immédiate, de la pertinence. Est vrai ce qui est trouvé sur Internet. Et c'est sur ce processus et sur ce régime d'autorité que surfent les fake news, par exemple. Mais que trouve-t-on ? Que trouve-t-on en priorité sur Internet? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que je disais en introduction. Ce que l'on trouve principalement sur le web, ce sont des vidéos. Ce que consultent le plus les internautes, ce sont des vidéos. Et c'est pourquoi les caractères du nouveau type d'homme et du nouveau type de rationalité qu'envisageait Régis Debray dans sa thèse au début des années 90 n'ont pas perdu, à mon avis, d'actualité. Et j'en arrive donc à mon troisième et dernier point, relatif donc à la rationalité de demain et à l'homme, au type d'homme que cela va produire. Alors, je ne doute pas que ce que je vais vous dire de la manière dont Debray envisageait l'évolution de l'homme occidental au début des années 90, je n'ignore pas que le trait est extrêmement fort.
peut-être qu'il en heurtera certains, peut-être est-il excessif, et pourtant, il rend compte, à mon avis, de traits observables aujourd'hui chez nos contemporains. Alors, je vais détailler ces traits, et en fait, qui se retrouvent autour de 4 grandes caractéristiques de l'image vidéo définies par Debray. D'abord, que l'image ignore les marqueurs de la négation et de l'opposition, que l'image ignore les marqueurs de la nuance, que l'image vidéo, j'entends, ignore les marqueurs de l'universel, et qu'elle ignore enfin les marqueurs du temps. Tout cela a des conséquences sur l'homme. L'image ignore donc les marqueurs de la négation et de l'opposition. L'image ne connaît pas d'énoncé négatif, ni d'une manière générale les marqueurs d'opposition. Elle ne peut pas montrer un non-humain, elle ne peut pas montrer une non-venue, elle ne peut pas montrer d'une certaine manière un non-arbre. Elle a une difficulté d'abstraction. Autrement dit, ce qui nie ou dépasse le réel n'est pas représentable à l'image. Et donc la figuration, elle est toujours pleine et positive. Aussi, à l'image, le monde n'est qu'une suite d'affirmations. Il apparaît ce monde comme totalement autosuffisant, totalement complet. Alors Debray, à partir de là, il postule le type d'homme que cela va produire. Et selon lui, cette inaptitude de l'image à la négation ou à la contradiction formera sans doute des esprits positifs, des esprits ouverts aux choses heureuses de la vie, attentifs à ce qui les entoure, soucieux de leur équilibre personnel. Mais, dit Debray, ces esprits, en revanche, pourraient être aussi des esprits conservateurs, moins enclins à changer le monde qu'à s'y établir, tentés par le scepticisme, le relativisme. Ceci parce que précisément l'absence de marqueurs de la négation et de l'opposition induit une équivalence généralisée des réalités. Tout se vaut. L'image ignore les marqueurs de la négation et de l'opposition, mais aussi les marqueurs de la nuance. Impossible de signifier à l'image la disjonction, ou bien ceci, ou bien cela, l'hypothèse, si, alors, les subordinations, les rapports de cause à effet, la contradiction. Tout cela, l'image est impossible d'en rendre compte. Par exemple, l'image n'est pas capable de rendre compte des enjeux d'une négociation sociale, diplomatique. Elle n'en montre que les acteurs. Elle procède par juxtaposition et addition sur un seul plan de réalité. Et Debray, je le cite, dit « La pensée par l'image n'est pas illogique, mais alogique. Elle a forme de mosaïque, retenons le mot, il est très important, sans le relief à plusieurs étages d'une syntaxe. » Et selon Debray, cette inaptitude de l'image à la mise en ordre, d'une certaine manière, va former des êtres conscients, certes, des ambiguïtés du réel, des êtres peut-être aussi moins enclins à l'esprit de système qu'à la fantaisie et à l'éclectisme. Mais ça va aussi produire des individus affranchis des grands idéaux, la révolution, la nation, le prolétariat, la république, l'évangile, enclins sans doute à construire des représentations du monde plus viables que vraies. Et là, je cite Debray, et c'est cinglant, ce seront aussi, je le cite, des esprits déstructurés, dépourvus d'esprit critique, crédules, dociles et passifs, sans exigence ni rigueur. Fin de citation. L'image ignore l'universel. Je parlais de ces catégories tout à l'heure, eh bien elles reviennent ici. La France, le capital, l'Église, la justice ne passent pas à l'image. L'image ne montre que tel Français, tel chef d'entreprise, tel juge, tel évêque. Et nous raconte Debray, cette inaptitude de l'image vidéo à la généralité pourrait former des individus attentifs aux seuls individus, à la singularité des situations. Peut-être d'ailleurs, dit-il, plus attachés à la charité qu'à la justice qui est trop abstraite pour eux. Ce seront des personnes ouvertes et disponibles, certes qui sauront dire je, et en même temps, dit-il, cela risque de former, tout cela est toujours au conditionnel dans la bouche de Debray, cela risque de conditionner des individus vulnérables et influençables, sans racines ni références symboliques, des êtres, et là je le cite, fascinés par la réussite individuelle, arrivistes et cyniques, incapables de sacrifice, ne croyant rien sinon à l'argent et surtout pas dans la loi, l'expression de la volonté générale, un seul évangile, l'ego, des égoïstes au bon cœur. Fin de citation. La charge est lourde, vous me direz encore. Mais l'image ignore enfin les marqueurs du temps.
La durée dont rend compte l'image n'est qu'une succession linéaire de moments présents qui s'équivalent, je l'ai déjà dit d'une autre manière. Des aspects comme le duratif. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, l'incipit de la recherche du temps perdu de Proust, ou l'optatif, c'est-à-dire le souhait, François-René de Chateaubriand, levez-vous vite, orage désiré, ou encore comme des expressions comme le fréquentatif. Il m'arrivait souvent de célébrer la messe, ça c'est de moi, ni de Chateaubriand, ni de Proust, mais aussi le futur antérieur, ou le passé composé n'ont pas d'équivalent visuel. Alors si ce n'est avec la présence, l'aide d'une voix off. Et ce que dit Debray, c'est que cette inaptitude de l'image à marquer le temps va former des êtres sans doute épanouis, des êtres bien immergés dans leur présent, vivant avec intensité l'instant, des êtres qui sauront valoriser l'éphémère, la proximité, des individus attachés au concret, capables peut-être d'engagement rapide, mais cela pourra aussi, dit-il, former, je le cite là encore, des êtres sans mémoire ni recul intérieur devant l'événement, aussi peu enclins au respect de la parole donnée hier qu'à la préparation méticuleuse des lendemains, qui veulent tout et tout de suite. Fin de citation. Alors, eh bien, évidemment, le propos de notre philosophe est chargé contre l'évolution qu'il observe, du moins à la fin au début des années 90, mais à la fin du XXe siècle. Tel est l'homme, en tout cas, que pourrait produire une culture dominée par l'image. Alors, il n'est effectivement pas très optimiste, Debray, sur l'avenir de l'homme occidental. Moi, je pense qu'il demeure un homme de la graphosphère, nostalgique d'une rationalité de l'écrit qu'il juge en perdition. Et pourtant, sur ce terrain, il n'est pas seul. Il est rejoint par un philosophe et linguiste italien qui s'appelle Raffaele Simone, qui enseigne à l'université La Sapienza à Rome, et qui va tenir des propos équivalents. Selon lui, Raffaele Simone, qui a écrit donc un ouvrage tout à fait intéressant en 2012 qui s'appelle « Pris dans la toile, l'esprit au temps du web ». Dans cet ouvrage, Raffaele Simone nous dit que l'intelligence humaine est formée par deux canaux de sens, l'écoute linéaire et la vision simultanée, c'est-à-dire l'oralité, la culture de l'oralité que j'ai décrite tout à l'heure, qui va produire l'intelligence spontanée, et puis la vision alphabétique qui, elle, produit l'intelligence séquentielle ou analytique que j'ai évoquée tout à l'heure. Et ce que dit Raffaele Simone, c'est qu'il dit, mais qu'est-ce que produisent les nouvelles technologies et les nouveaux médias? Et lui, il observe que ce sont surtout des médias qui produisent des stimuli auditifs liés, articulés à une culture visuelle, et que tout cela produit de l'intelligence spontanée, reproduit d'une certaine manière une intelligence spontanée qui devient supérieure à l'intelligence séquentielle produite par la lecture et l'écriture, qui devient, cette intelligence séquentielle, trop exigeante sur le plan cognitif, trop difficile. Elle est donc laissée de côté et elle régresse. Alors, d'autres auteurs sont moins négatifs que Debray et Simone. C'est le cas du philosophe français Michel Serres, qui nous a quittés il y a quelques mois, qui lui, alors par contre, envisage l'avenir de la rationalité en technophile, avenir qu'il envisage donc en posant un regard absolument positif sur les nouvelles technologies. Et dans son délicieux petit ouvrage que je vous invite à lire, Petite poussette, qu'il a publié également en 2012, il souligne combien enfants et étudiants d'aujourd'hui habitent le monde numérique et que leur usage des divers terminaux excite des neurones, des zones corticales différentes de ceux sollicités par l'écrit. Et dans ce contexte, demande Serres que transmettre, à qui transmettre et comment le transmettre. Il dit finalement, avant la découverte de l'écrit, le savoir était contenu dans la tête du savant. Aujourd'hui, ce savoir, il est partout présent sur la toile, directement accessible. Et Serres dit finalement, les fonctions cognitives d'assimilation du savoir et toute la pédagogie de la transmission a toujours changé avec les différents systèmes médiatiques et que les nouvelles technologies vont encore changer les fonctions d'assimilation et la pédagogie de la transmission. Tout cela va encore évoluer.
les technologies numériques vont faire encore évoluer les fonctions cognitives d'assimilation et la pédagogie. Les technologies numériques nous disent qu'en fait, finalement, nous rendons compte que l'ordinateur contient les facultés d'hier, une mémoire bien plus puissante que la mémoire humaine, dit Debray, une imagination constituée de millions d'icônes, une raison opérée par divers logiciels, et je le cite, il dit « Notre tête est jetée devant nous en cette boîte cognitive objectivée ». On pourrait lui rétorquer malgré tout que la mémoire humaine n'a pas quand même grand-chose à voir avec la mémoire informatique. Mais c'est un autre sujet ici. Dès lors, dit le philosophe, il n'est plus nécessaire de savoir par cœur, dit Michel Serres, comme il était requis par le livre, ni d'avoir une tête bien faite comme le souhaitait Montaigne après que l'imprimerie fut inventée. Ceci étant, il dit, Serres, que l'écrit et la page continuent de s'afficher sur nos écrans d'ordinateur, le numérique ne s'est pas affranchi du livre. Et pourtant, ajoute-t-il, d'après son expérience d'enseignant à Stanford, je crois, les jeunes générations d'enseignés, dit-il, ne se satisfont plus d'un rapport livresque à la connaissance dont l'enseignant se fait le porte-voix, parce que, eh bien, cette connaissance, elle est partout disponible. Cet accès, ils l'ont dans leur poche, cet accès au savoir, et cet accès au savoir analytique est directement accessible sur leur portable, directement en cours ou dans leur poche, où qu'ils soient. Et donc, selon Michel Serres, l'intérêt pour les jeunes de cet accès immédiat à la connaissance, c'est la rencontre, le croisement sans limite des mosaïques, le croisement sans limite des disciplines en mosaïque. Il utilise aussi, lui, le terme déjà relevé chez Debray. Il dit il faut que les disciplines se croisent, se confrontent pour que s'invente du neuf dans la connaissance. Nous n'avons plus besoin des machines pour stocker le savoir et le classer. Désormais, tout est disponible sur nos ordinateurs et du coup, nos cerveaux sont disponibles pour l'invention. L'invention, dit Serres, qui est le seul acte intellectuel authentique. Autant vous dire que Raphaël Simone ne partage pas du tout ce point de vue. Lui, il dit que la dématérialisation des contenus empêche précisément de vérifier les savoirs, il empêche une hiérarchisation de ces savoirs et que finalement le numérique remplace le savoir systématique par un savoir disjoint. Voilà un peu ce parcours à travers ces trois philosophes et médiologues, soit positifs, soit négatifs. Il est temps que je conclue mon propos et je le fais à présent. Que sera l'homme de demain? Il est, je le redis, impossible de le savoir, d'autant que les technologies évoluent vite, que la culture n'avance plus aussi vite que la technologie. Hein. Voilà, ça a toujours été un principe dans l'histoire. Culture et technologie ont avancé ensemble et se sont auto-régulées l'une l'autre. Aujourd'hui, la technologie avance beaucoup plus vite que la culture et la culture a du mal à prendre pied et à trouver du sens. Il se peut que la domination des algorithmes concourt à l'émergence d'une rationalité extrêmement procédurale visant le résultat efficient. Il est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, les philosophes et les médiologues que j'ai évoqués nous informent et nous alertent sur l'influence des technologies sur la pensée. Alors, Debray et Simone le font en homme de la graphosphère et soulignent, peut-être avec trop de pessimisme, ce que l'Occident perd en renonçant à la rationalité de l'écrit, la rationalité séquentielle. Et Michel Serres, lui, en technophile, peut-être trop technophile aussi, tente de discerner cet apport positif des technologies numériques qui libèrent le cerveau humain d'une connaissance qu'elles externalisent à présent et le dispose tout entier cet humain à l'invention. Debray et Serres, je l'ai noté tout à l'heure, utilisent le même mot, mosaïque. Alors Debray pour dénoncer l'incapacité à déployer une pensée structurée et scientifique, et Serres pour souligner les possibles en termes de croisement des savoirs et des promesses de nouvelles découvertes. Alors peut-être que la vérité est un peu au milieu et que nous verrons la congruence des choses à l'avenir. En tout cas, il est intéressant de recueillir ces points de vue qui nous permettent peut-être d'observer un peu autrement la manière dont nous-mêmes nous situons par rapport au savoir, dont nous situons nos contemporains et nous permettent de nous interroger sur les manières de transmettre les choses, sur l'art effectivement de transmettre, qui reste au cœur de l'humanité, quelque chose d'essentiel pour les générations à venir. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Renaud. Peut-être tu peux retirer ton partage d'écran pour que nous nous voyions en plus toi-même et puis Manon, moi, qui donc allons animer maintenant ce temps de questions, d'échanges. Alors, je crois que les gens étaient très attentifs pour cet exposé et ont fait des remarques, c'était très intéressant sur le fond. Et il y a quelques questions qui ont commencé à émerger. Je pense que, vu le nombre pour l'instant, on peut les prendre telles que. Peut-être, Manon, je te laisse prendre des choses. Donc, il y en a aussi bien dans questions et réponses que dans conversation. Ah, il y en a dans questions-réponses aussi. OK. Je te laisse démarrer. Ouais. Pour transmettre à Renaud et puis poser. Oui, Renaud, est-ce que ça t'est possible de retirer la diapo? Le PowerPoint, d'accord, oui, bien sûr. Alors, voilà. D'accord. Alors, je ne sais pas, là, je pense que c'est bon. Alors, d'abord, merci beaucoup, Renaud, pour cet exposé extrêmement structuré, donc très, très vivant et facile à suivre. Et puis, pour toutes ces informations sur ces nouvelles rationalités qui se font jour là. Alors, je vais peut-être… Alors, attendez, il faut quand même que j'ai tout… oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a une question, moi, qui me vient, qui m'est venue pendant que tu exposais, enfin, pendant que vous exposiez, je ne sais pas si on doit se tutoyer, les idées de Debray, enfin, la pensée de Debray, et je me disais, en fait, là, et ça rejoint une question qui est posée ici, c'est que l'image dont parle Debray, et sur laquelle il raisonne et qu'il juge, c'est une image sans son, c'est purement une image. Oui, alors, je te dis la question, oui, je te lis la question, parce qu'il y a une question qui arrive là et qui dit, il semble que le cinéma empêche les aspects négatifs de la vidéosphère en termes de ne pas pouvoir prendre en charge des nuances ou le temps, ou voilà. Oui, j'ai bien précisé, je le redis encore, Debray s'en prend à l'image vidéo essentiellement, voilà. Et pas nécessairement au cinéma qui est beaucoup plus dans le recul et dans la distance. Lui, ce qu'il dénonce, c'est le flux d'images sur nos petits écrans, en fait. Ce flux ininterrompu, alors qui peut être accompagné d'une voix off. Mais faites l'expérience, moi ça m'est arrivé de faire des cours sur le journal de 20 heures. Faites l'expérience de regarder le journal de 20 heures et de couper le son. Vous allez absolument rien comprendre. Ça n'a ni queue ni tête. C'est une succession d'images qui n'a pas de sens. Ce qui vient donner du sens, en fait, l'image, elle est purement plus ou moins illustrative, et des fois moins que plus d'ailleurs. Voilà. Donc le son est complètement essentiel à la télévision, par exemple, le journal de 20 heures. Mais dans le cinéma, on est dans une image, dans une production d'art qui est beaucoup plus réflexive. Ouais. Okay. Ça, c'est sûr. Alors, donc il y a d'autres questions. Oui, Christian, tu voulais… Non, Manon, c'est pour dire qu'il y a des choses qui sont passées dans la conversation, dans la fenêtre de conversation et d'autres dans les questions-réponses. Alors, oui, j'ai vu. Alors, peut-être une question de précision toute simple. Qu'est-ce qu'une panique? Tu as parlé de panique tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que l'homme préhistorique se sent… tout ça, c'est aussi un peu des déductions des paléoanthropologues, parce qu'évidemment, on n'a pas vraiment de textes qui nous disent ça, mais on en déduit, et il est à peu près acquis maintenant, que l'homme préhistorique avait peur des forces de la nature qui le dominaient. Voilà. Donc, il était en panique, et se faire des images, c'était une manière de dealer avec les forces supérieures pour en même temps, d'une certaine manière, les contrôler. Oui. Voilà. Donc, à partir de cette panique, on va faire émerger une certaine forme de technique, et on voit déjà des sculptures qui sont des images dans les… Alors, il y a les peintures pariétales, mais il y a aussi des sculptures, par exemple des Vénus, des déesses de la fécondité, d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on les appelle déjà dans la préhistoire, qui sont là pour apporter du secours et rassurer finalement ces individus qui ne comprenaient rien à ce qui pouvait leur arriver, et attribuer ça à des forces supérieures qui leur voulaient du mal, quoi. Donc, il fallait négocier avec ces forces-là, et produire des images servait à ça. Oui. Mais quand on entend cette expression, sans vouloir faire des raccourcis abusifs, est-ce qu'on ne veut pas se dire que aujourd'hui, on peut vivre aussi des formes de rencontres de panique et de technique?
Oui, sans doute, sans doute. Alors, je ne sais pas si ça se traduit. En fait, la panique aujourd'hui, elle se traduit par la question du contrôle, puisqu'on est à cheval entre la vidéosphère et l'hypersphère. On est toujours dans ce besoin de contrôle. Et aujourd'hui, c'est assez typique de voir qu'on verrouille tout partout, parce que finalement, pour faire face à la panique, la meilleure manière de se rassurer, c'est d'augmenter notre contrôle sur la réalité. Mais la question, c'est toujours celle du contrôle du réel. Oui. Ouais. Alors, il y a une question. Oui. Manon, enfin, je retransmets une question des personnes. Donc, il y avait Sophie là, qui avait posé il y a quelque temps une question, effectivement, à l'allusion aux célébrations, notamment qui ont été importantes dans la semaine de Pâques, et dans laquelle il était dit que, je cite, beaucoup d'éléments qui correspondent qui étaient dans ta présentation, faisaient écho, mais elle disait qu'il y avait une dimension symbolique qui était bel et bien présente par le média, que le média nous reliait et que s'inscrivait dans le spirituel, un spirituel commun, et un spirituel qui, alors est-ce qu'il nie nos différences? En tout cas, on a eu aussi des témoignages quand même, il y a les célébrations, mais là je vais au-delà de cette question, où dans des petits groupes, moi par exemple, je suis accompagnateur du groupe de MCC, Mouvement chrétien de cadres et dirigeants, et beaucoup de personnes ont noté des qualités de rencontres qui se sont faites en visio. On était bien à l'écoute, etc. Donc voilà. Est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi du positif finalement dans les modalités relationnelles de ce type? Bien sûr, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a que du négatif dans l'expérience religieuse que nous venons de faire avec le numérique. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je ne me remets pas en cause tout ce qui a pu, tout ce que le numérique a offert en capacité de relier les catholiques, pas que les catholiques d'ailleurs, mais de nous relier même spirituellement les uns aux autres grâce à ces outils-là. Moi, ça m'est arrivé de le faire, ça m'est arrivé de prendre des temps de prière avec des amis en visioconférence aussi. Là où j'interroge la question, c'est vraiment sur la question de la vénération du Saint-Sacrement, quoi. Voilà, c'est là que ça me pose vraiment question. Et c'est là qu'à mon avis, le visuel s'impose tellement comme une autorité qu'on nous fait croire que ce que l'on vénère derrière nos écrans, c'est le Saint-Sacrement. Mais ce n'est pas le Saint-Sacrement, c'est une représentation du Saint-Sacrement. C'est une image du Saint-Sacrement. Et vous avez certains groupes, moi je l'ai observé en ligne sur certains sites quand j'étudiais un peu plus ça, qui vous disent, qui font une captation d'une adoration du Saint-Sacrement et qui vous donnent comme recommandation de vous agenouiller devant votre écran quand vous passez devant. Voilà. Et donc là, on est dans des pratiques très, très contestables. Très contestables. Hein. Et bon, alors ça reste assez marginal sans doute, ça reste assez marginal sans doute, mais il faut, enfin, tout l'enjeu, c'est de savoir quel degré d'autorité on donne à ce visuel. Et ça, et le problème, c'est qu'il s'impose à nous. Voilà, c'est là aussi qu'elles sont matrices, c'est-à-dire qu'on ne fait plus la différence entre une image du Saint-Sacrement et le Saint-Sacrement. Et ça, c'est un problème. Oui. Manon, tu veux relancer d'autres questions que tu as vues? Oui, j'ai vu une question. Alors, une question qui arrive là. L'image vidéo n'est-elle pas la manifestation d'une présence de l'autre, d'un besoin de présence, donc d'un besoin relationnel? Alors, c'est ce que, en fait, tu viens de… C'est ce que je viens de dire. Je ne nie pas la capacité de nos outils à nous relier. Ce n'est pas ça du tout que je mets en cause. Et ça peut être un lieu d'expression de la parole, en sachant toutefois que ça reste, là pour le coup, vous savez ce que disait Debray, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que ces médias sont entre nous, quoi. Voilà. Et qu'il faut pas non plus… Enfin, faut les laisser à leur place. Il ne faut pas non plus en faire l'alpha et l'oméga de toute communication humaine. Nous sommes d'abord faits pour communiquer en real life, si je puis dire, non pas en URL, mais en IRL, les uns face aux autres. Alors, ça peut être, c'est un bon complément, ça peut dépanner, ça peut permettre d'organiser le social autrement et puis de réduire les distances et l'espace. On est bien d'accord là-dessus. Mais en même temps, on ne pourrait pas vivre simplement que de relations médiées par des artefacts technologiques. Oui. Il y a un prolongement, quelques questions qui amènent à un prolongement, je dirais, d'une réflexion politique par rapport à ce que tu as exposé. Certains évoquant effectivement de dire est-ce que finalement les mécanismes que tu décris ne sont pas la base d'une mécanique d'emprise de forme de populisme et exploitée comme telle aujourd'hui. Et puis, voilà, un témoignage qui est en même temps une question de quelqu'un qui, pendant son confinement, a passé un temps énorme
à débriefer le discours conspirationniste avec des personnes qui n'étaient pas en mesure finalement de faire la part des choses dans ce qu'ils pouvaient voir, etc. Voilà, donc… Alors, tu peux préciser la première question sur le… La première question, c'est finalement… Enfin, j'ai extrait, j'ai peut-être fait un rapprochement rapide, mais en disant finalement, est-ce qu'un certain nombre d'éléments mis en avant ne montrent pas que finalement cette vidéosphère finalement est peut-être maintenant aussi l'hypersphère du web, finalement est un outil qui sert les populismes politiques. Oui, enfin, je viens de travailler cet après-midi avant de vous rejoindre sur un texte qui précisément traite un peu de cette question-là, de fait certaine forme de populisme. Alors c'est vrai par l'image, mais c'est vrai par tous les réseaux sociaux, hein, alors qui communiquent aussi beaucoup par l'image. Il y a un certain nombre par exemple, de politistes qui ont observé déjà depuis le début des années 2000 que finalement les médias sociaux venaient remettre en cause la démocratie représentative. Ces médias sociaux, ils fantasment une démocratie directe. Mais la démocratie directe, ça marche bien sur l'agora grecque où on gère la présence de quelques dizaines, peut-être de quelques centaines d'individus. Mais quand il s'agit de réguler la vie de milliers et de millions d'habitants dans un pays, cette démocratie directe, elle devient absolument impossible. C'est impossible de tout gérer comme ça. Et donc, cette démocratie directe, elle s'opère sur les réseaux sociaux dans une diversité de réseaux segmentés en fonction des idéologies. Et dans ces réseaux, eh bien, on passe son temps à surveiller et à juger et à remettre en cause la manière dont les gouvernants nous gouvernent. Alors, je ne veux pas dire qu'ils sont bien en tout, et ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Il y a une nécessaire opposition en démocratie, et il ne s'agit pas de remettre ça en cause. Mais ce que je dis, c'est que ces types de comportements qui se multiplient et qui deviennent finalement habituels ruinent totalement les fondements de la démocratie représentative, où on confie à un représentant précisément de représenter notre voix pour la faire l'entendre à l'Assemblée nationale et décider aussi des grandes orientations du pays, quoi. Voilà. Et donc ce populisme, il est là d'une certaine manière. Derrière ce fantasme d'une démocratie essentiellement directe, qui est absolument impossible sur des pays aussi peuplés que les nôtres, quoi. Voilà, on ne fera pas l'économie d'une démocratie représentative. Je crois pas. Voilà. Je pose une question qui est un tout petit peu à côté de ce qu'on vient de voir là, qui apporte un élément nouveau. Quelqu'un nous dit, il manque peut-être dans cette présentation la dimension économique. Donc, suite du commentaire, la puissance financière et la position monopolistique des grands acteurs du web écrasent la presse écrite et la littérature traditionnelle. Rapport de force très inégalitaire. C'est totalement vrai. Alors, on ne peut pas tout dire dans une conférence, mais je suis tout à fait d'accord avec cela. Je peux juste préciser qu'à la fin des années 90, sous l'injonction du gouvernement américain, ce qu'on appelle aujourd'hui, alors qui n'étaient pas encore les GAFAM, mais en tout cas les gros industriels du web et notamment Google, ont mis en place un système de régulation des données qui est en fait un système de captation de nos données. On nous vole nos données, qu'ensuite on agrège et qu'on indexe dans des bases de données qui nous permettent de nous profiler pour nous offrir des services dont on ne peut plus se passer. Donc on devient de plus en plus dépendant de ces grandes plateformes, mais qui sont aussi revendus ces données à des publicitaires qui nous font de la publicité ciblée. Et enfin, cette économie du web-là, elle nous enjoint d'interagir avec les gens qui nous ressemblent. Donc, elle nous enferme dans des réseaux d'affinités, des réseaux affinitaires, confère aussi ce que je viens de dire de ces réseaux populistes qui rêvent d'une démocratie directe tout à l'heure. Elle nous enferme dans des réseaux pour qu'on y passe le plus de temps possible, parce qu'on ne parle longtemps en ligne qu'avec les gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire que le débat est quelque chose d'onéreux psychologiquement, c'est quelque chose de difficile et on le fuit tous d'une certaine manière. Il n'existe que s'il est régulé, que s'il est organisé, ce qui n'est pas le cas en ligne. Donc du coup, on est prisonnier de ces
plus ou moins, hein, ça dépend. Plus on est conscient du truc, plus on est en mesure de s'en extraire, mais on est un peu prisonnier de ces bulles, un peu prisonnier de ces communautés segmentées dans lesquelles tout le monde pense pareil, en fait. Et c'est ça l'économie du web. Sur le web, rien n'est gratuit. Et passant plus de temps dans ces segments de population dans lesquels on parle beaucoup, on dépose beaucoup plus de données, des données qui sont captées, qui sont revendues, et c'est l'économie circulaire du web. Et donc, du coup, qui aussi devient complètement hégémonique, et voilà, mais qui est, au fond, un principe ultralibéral, quoi, qui repose totalement sur un ultralibéralisme américain dénué de tout principe éthique et moral. Alors, il faut savoir que les grandes institutions du web sont toutes aux mains des États-Unis et qu'elles sont très opaques. Les institutions de régulation technique, elles sont extrêmement opaques. Il est extrêmement difficile de savoir qui en fait partie, et pour en faire partie, il faut payer extrêmement cher. Voilà. Donc tout cela est un système tout à fait opaque et seulement mu par des intérêts économiques. Et un jour, on me dit, mais un fameux débat, parce que je me suis un peu spécialisé là-dessus, évangéliser le web. Évangéliser le web, il faut d'abord évangéliser la culture ultralibérale. Après, on pourra peut-être évangéliser le web, mais le fond du problème, il est d'abord là. Il repose d'abord sur un principe économique qui est contestable. Je peux poser une question? Oui, tu voulais réagir maintenant. J'ai une autre question que je trouve intéressante aussi, donc vas-y toi. Je pars d'une question qui te demandait, Renaud, de revenir d'un tout petit peu revenir sur ce qu'on perd en perdant la rationalité de l'écriture. Moi, ça me faisait penser sur un registre théologique aussi, en se disant finalement, est-ce que nous aussi, comme chrétiens, on n'a pas, et comme du coup on a une réflexion aussi théologique, à s'interroger sur ce qu'on peut perdre en se distanciant d'un rapport à l'écriture. Alors certes, on dit bien que chrétien, nous ne sommes pas une religion du livre, mais de la parole. N'empêche que cette parole, elle s'est inscrite dans des testaments, et qu'on se nourrit de l'écoute ou de la lecture de la Bible, mais quand même d'un écrit. Donc, est-ce que finalement, la réflexion anthropologique ne pose pas aussi cette question du fait qu'on risque de ne plus être capable de recevoir peut-être le cœur du donné révélé si on perd une certaine forme de réception de l'écrit? Alors, oui et non. C'est-à-dire que, comme le dit Debray, ces médiasphères sont des successions d'hégémonies. C'est-à-dire que quand une s'impose, les autres ne disparaissent pas entièrement ni nécessairement. Elles reculent, c'est plus elles qui dominent les relations, mais elles continuent d'exister. Et il y a toujours un régime de graphosphère. On imprime toujours des journaux, on lit toujours le journal, même en ligne. Voilà. Donc là-dessus, il ne faut pas dramatiser outre mesure. Et elle continue, et même la logosphère, on continue par certains aspects d'être en logosphère. Je veux dire, dans le rituel catholique liturgique, on est en logosphère totalement, d'une certaine manière. C'est en régime englobant du son, et voilà. Et tout n'est pas, enfin je veux dire, elles ont chacune leur dimension positive. Donc, ne dramatisons pas en pensant que tout va disparaître. Mais c'est vrai que et on voit bien, enfin moi je vois bien comment des enseignants de ma génération, ou plus âgés que moi, qui sont quand même des gens, je ne suis pas encore très âgé, je n'ai pas encore tout à fait 50 ans, mais je veux dire, qui sont quand même des gens qui ont grandi en graphosphère, les dernières générations qui ont grandi en graphosphère, sont parfois démunis face à des élèves à l'école, voilà, dans les écoles primaires, qui ont du mal à se familiariser avec le texte. Vous arrivez dans des écoles primaires, j'ai des amis enseignantes qui m'ont raconté ça, où quand on donne un livre à l'enfant, ils tapent dessus comme si c'était une tablette pour essayer de faire tourner les images. Voilà. Donc là, il y a forcément quelque chose qui va bouger dans ces digital natives, comme on dit, dans ces gens qui sont nés dans cette culture-là, où plus rien n'est comme avant. Alors, qu'est-ce que ça va produire ? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'en tout cas, pour l'enseignement de la théologie, qui repose énormément sur de l'écrit et sur une rationalité de l'écrit, il y a forcément un moment où il va falloir prendre en compte la manière dont les nouveaux étudiants se positionnent par rapport à l'écrit. Et ça risque de ne pas être si simple que ça, je le crains. Voilà. Mais je n'en sais pas plus. Enfin, voilà. D'une part, j'ai envie de ne pas dramatiser. Et en même temps, il s'agit d'être attentif et d'avoir bien ça à l'esprit pour nous ajuster et nous adapter le mieux possible, tant que faire se peut. Question sur la langue.
Peut-on considérer que la langue pratiquée influence l'anthropologie, en particulier si l'on considère les langues qui s'écrivent à l'aide d'un syllabaire ou celles qui, comme le japonais ou les langues chinoises, utilisent des idéogrammes? Oui, bien sûr, je C'est crois. intéressant, ça. Alors moi, je suis pas un linguiste, hein, je suis pas spécialiste de ça, donc je serais très très prudent. Mais je suis à peu près certain qu'on peut dire que de toute façon, on pense avec le système d'écriture qui nous est donné, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, forcément, on a un rapport au réel qui n'est pas le même. Ouais. Je pense. Hein, c'est ça. Et déjà, c'est vrai, même dans la différence entre les langues latines. Je ne pense pas que quelqu'un qui a grandi dans la culture espagnole, il pense le rapport au monde de la même manière, exactement de la même manière qu'un Français ou qu'un Italien. Vous voyez, il y a des réalités propres aux cultures qui sont véhiculées par la langue. Bon, là, immédiatement, je n'ai pas un exemple typique qui me vient, mais oui, sûrement, tout à fait. Alors, une autre question, est-ce que tu peux revenir sur le rapport que tu établissais entre la vitesse de développement de la culture et de la technologie? De quelle culture on parle en fait quand on parle de… Alors quand je parle de culture, je parle de tout ce qu'une génération veut transmettre en termes de connaissances à une autre. Voilà. Je ne parle pas seulement de la peinture, du cinéma ou de la littérature. Hein. Je parle vraiment d'un système cohérent de savoir, de valeurs, de principes de vie, de vision du monde qu'un groupe humain veut transmettre au groupe humain qui lui succède. Je parle de ça de manière très, 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 très globale. Et on s'aperçoit effectivement que l'extrême rapidité du développement technologique depuis les années 80, en fait que la culture, la manière de penser notre rapport au monde, qui se transforme au gré de l'arrivée de ces nouvelles technologies, ne suit pas. Ça va tellement vite que la pensée, la philosophie, par exemple, a beaucoup, beaucoup de mal à suivre ces évolutions technologiques, alors qu'auparavant, l'éthique, la morale, la philosophie absorbaient et puis se familiarisaient avec ces nouvelles technologies. Elles arrivaient et petit à petit, les choses s'ajustaient et se coordonnaient. Aujourd'hui, c'est un vrai problème, et un tel problème que les questions éthiques vont être absolument colossales dans les quelques années qui viennent par rapport à l'intelligence artificielle. On est à l'aube d'une ère qu'on n'imagine même pas, et toutes les petites questions, alors je ne voudrais pas les traiter d'un revers de la main, mais PMA, GPA, mariage homosexuel, qui nous ont agité il y a quelques mois, et qui ont agité l'opinion française il y a quelques mois, ne sont que des tout petits problèmes face auxquels on va être confronté dans les 5, 10, 15, 20 ans qui viennent d'un point de vue éthique. Ça va être colossal. Tu as des exemples de ce qui se profile, ou est-ce que tu peux dire, ou est-ce que tu dis ce que tu viens de dire, ça veut dire que nous ne sommes même pas équipés pour penser ces problèmes? Je crois pas qu'on soit suffisamment équipé encore pour penser ces problèmes, mais je veux dire, hein. Intellectuellement, oui. Alors je prends tout à fait un exemple, c'est que il se développe actuellement une interface entre le casque d'un pilote d'avion de chasse et le pilote lui-même, qui pourra commander l'avion simplement par la pensée. Donc, en n'étant pas dans l'avion. Si, en étant dans l'avion quand même. Ouais, d'accord. Mais quid de l'inverse? Quid de l'inverse? C'est-à-dire de la machine qui va influer le cerveau du pilote de chasse. Ouais. Donc c'est un tout petit exemple, mais il y en a bien d'autres qui se posent là immédiatement. Je n'étais pas forcément sur ce registre-là, donc ça ne me vient pas. Mais celui-là, j'en ai récemment parlé avec des gens qui traitent de ces questions-là. Les questions sont absolument colossales. Voilà. Et ça va être très, très violent, je pense. Voilà. On voit bien déjà le traçage. Toutes les questions posent le traçage. Alors, est-ce que l'évolution de la culture et donc le fait que les jeunes, dont on parlait tout à l'heure, se forment le cerveau de manière un peu différente finalement parce qu'ils sont en contact avec l'image, est-ce que ça c'est un chemin vers une possibilité de penser ces problèmes-là? Je l'ignore. Enfin, je crois qu'il faut être très modeste là-dessus. Je l'ignore.
cette intelligence spontanée qui va réémerger, qui est déjà en train de réémerger, elle est peut-être pas si négative que ça. Enfin, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a peut-être des choses tout à fait brillantes qui vont émerger. Ceci dit, il y a quand même quelque chose qui me pose fondamentalement une question, c'est que on a parlé du pouvoir économique, mais ce qu'on oublie, c'est le pouvoir des développeurs, c'est-à-dire de ceux qui codent le numérique, qui codent nos machines. Et tout ça, c'est un système d'écriture, et un système d'écriture extrêmement rationnel, extrêmement cohérent, extrêmement logique. Voyez ? Et donc, il faudra bien qu'il y ait toujours des gens ce sont eux qui, d'une certaine manière, ont un vrai pouvoir, hein, voilà, qui devront utiliser une certaine forme de rationalité, peut-être bien plus proche de la graphosphère, pour pouvoir fabriquer et coder ces machines-là, et coder le langage qu'on va utiliser pour les faire fonctionner. Voilà. Mais tout ça, c'est plein de suppositions. La machine peut avoir une vie autonome, en fait. La machine peut échapper à cette rationalité-là, qui a servi à la fabriquer. Oui, alors actuellement, ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage en profondeur, il ne faut pas oublier que c'est des hommes qui ont conçu ces machines-là. Bien sûr. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose de très troublant, c'est que la machine, par exemple, produit bien le résultat escompté, mais qu'on est incapable de dire comment elle fait. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est très, très troublant. On est incapable de dire comment elle fait. Et donc, ça veut dire qu'elle a sa logique propre interne et qu'elle suit sa logique propre interne. Ouais. Et je dis, pour l'instant, on n'a pas de machine qui pense, qui ont une conscience, mais il ne faut pas présumer de l'avenir. C'est-à-dire que l'ordinateur quantique n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, tout est codé en 0 et 1. L'ordinateur quantique, ça fois 16 millions. C'est-à-dire que l'ordinateur quantique véhicule 16 millions de couleurs différentes et chaque couleur pourra véhiculer un code binaire 0 et 1. Donc, les possibles vont être absolument infinis en termes de programmation. Est-ce qu'on n'arrivera pas à modéliser une certaine forme de conscience? Il faut accepter que ce ne soit pas totalement impossible. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Il faut ne pas non plus s'effrayer outre mesure. Je veille à l'heure. Je te suggérerais bien, Renaud, si c'est possible, Tu as dit au début de ta conférence que finalement, les propos que tu as développés, finalement, te semblaient être confortés par l'expérience actuelle. Est-ce que tu peux saisir en quelques mots en quoi, dans ton retour d'expérience, la façon dont tu as pu voir, observer les choses en observateur, évidemment, tout à fait, j'imagine, attentif. Voilà, en quoi finalement les réflexions de fond que tu nous as proposées te semblent confortées à travers ce qu'on a pu voir pour l'instant. C'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. C'est simplement que avant d'être avec vous dans cette visioconférence, j'étais dans une autre visioconférence. Voilà, avec des confrères prêtres. Voilà, on s'est vu par Zoom aussi, et l'image est omniprésente. Et l'image a énormément été utilisée, plus que jamais d'ailleurs, puisqu'il y a eu une augmentation de 50 à 60% des flux vidéo par rapport à la normale depuis le début du confinement. Donc ça veut dire que cette place qu'a pris le visuel dans nos vies a été complètement accrue par l'expérience de confinement que nous venons de vivre. Et donc tout ce que j'ai dit n'est pas du tout obsolète. Voilà, il n'est pas du tout remis en cause, me semble-t-il. Il y a un effet d'échelle qui nous donne à… Voilà. Ouais. Donc je pense vraiment que les repères de fond que tu nous as apportés vraiment très pédagogiquement vont peut-être nous aider justement à mieux décrypter les choses pour nous, peut-être aussi dans nos positions de formateurs ou en position de transmission d'éducateurs. Voilà, merci infiniment. Donc, je précise pour nos amis qui sont encore en ligne que donc, nous devons arrêter parce que c'est l'heure, mais que donc, la conférence, ou pour ceux qui nous auraient rejoints plus tardivement, va être enregistrée. Enfin, elle est enregistrée, elle sera mise en ligne et à disposition. Voilà, je rappelle simplement que, bien sûr, nous continuons des réflexions de ce type en lien avec notre formation du cycle soir, où on a donc très majoritairement des laïcs qui sont dans le monde et qui essayent, en dialogue avec toutes les ressources des sciences humaines, de la philosophie,
bien d'avoir une théologie en dialogue, hein, comme on a essayé un peu de l'avoir ce soir. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous. J'espère qu'on pourra le faire en présentiel, mais on voit aussi qu'effectivement le distanciel, comme on dit maintenant, est quand même bien utile. Donc pour réfléchir sur, dans les conférences actualité recherche en théologie, sur de nouveaux sujets, sans rentrer dans les libellés exacts, mais on parlera l'année prochaine et en lien avec des spécialistes qui sont à l'ICP, donc des collègues, finalement les enjeux théologiques de la restauration de Notre-Dame, donc on parlera sur la question des risques d'emprise et des régulations des abus dans l'accompagnement spirituel, et encore dans la perspective d'habiter la terre dans le monde d'après, voilà, puisque la formule maintenant fait un peu florès. Alors comment on peut se saisir de tout ça? Donc, vous voyez, on aura encore de quoi bien réfléchir et échanger. Et pour ceux qui sont vraiment très intéressés par la réflexion théologique et qui n'ont jamais osé, eh bien, n'hésitez pas aussi à vous informer sur la proposition de formation en soirée qu'on a, et qui est évidemment très adaptée pour ceux qui ne peuvent se libérer, mais il y a évidemment beaucoup d'autres propositions théologiques. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Encore merci Renaud. Tu voulais peut-être Oui, ajouter? juste ajouter que ceux qui veulent, ils peuvent. Le texte de cette conférence a été publié dans la revue Lumen Vitae du mois de juillet 2019. D'accord. Voilà, Tu donc pourras peut-être nous donner la référence et on pourra mettre oui, ça d'accord, très bien. avec voilà, notre responsable de communication ainsi que tes propres textes publiés. Et puis évidemment, vous pourrez suivre avec attention l'actualité éditoriale du coup de la graphosphère de Renaud quand il soumettra sa thèse qui sera, je pense, une bonne contribution à cette ère de la graphosphère qui perdure et heureusement. Oui, Voilà. heureusement. Merci Renaud, merci Manon d'avoir aidé à décortiquer les questions. J'espère que vous avez tous été intéressés et je vous souhaite vraiment une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Voilà. Donc, bonsoir à tous. au revoir.